hâte de partager avec toi la suite de cet entretien. Quand j'ai pris conscience de mon hypersensibilité, c'est comme si j'ai revu mon passé avec un œil objectif, un œil nouveau en fait. Et j'ai pu comprendre beaucoup de scènes que j'ai vécues que je comprenais pas jusque-là, de comportements des autres ou de mon comportement à moi. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, ça s'aligne tout, je comprends tout maintenant, je comprends pourquoi ils ont réagi comme ça, je comprends pourquoi. Et j'ai pu refaire le puzzle de mes 38 ans de vie jusque-là, en comprenant réellement ce qui s'était passé, quoi. Je peux témoigner à titre personnel que justement les échanges que j'ai avec les invités que je reçois, et toi y compris, bah voilà, contribuent à en fait, j'exprime ma créativité en faisant le contenu, mais je rencontre Ouais. des gens. Enfin, en fait, il y a une superposition de plein de choses que j'adore dans la vie, et qui crée une alchimie qui, à chaque fois, enfin voilà, ça me fascine de m'être autorisé à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au Ouais, voilà, départ, tu sors de nulle part, tu te dis, est-ce qu'on va ne serait-ce que regarder l'invitation que je vais envoyer? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que les gens vont s'intéresser au contenu? Est-ce qu'il va y avoir des réactions? Est-ce que il ouais. y aura une fidélité de certaines personnes que ça aura touché, etc. Et c'est le cas. Et donc, oser rayonner, bah, pour ma part, en ce moment, c'est aussi comme ça. T'es en plein dedans et c'est marrant. On voit vraiment que tu fais ça avec passion. Déjà, rien que le fait d'avoir des interviews qui durent 2 heures, 2 heures et demie, je trouve ça ouf, quoi. De tenir l'énergie et c'est vraiment, tu vas au fond des choses et tu cherches et là où tu te différencies d'autres personnes c'est que t'es passé à l'action. Et je crois que c'est ce petit déclic-là aussi que certaines personnes hypersensibles devraient avoir. C'est pas le tout Mm. de faire, mais il faut passer à l'action. Il faut aussi, c'est dans l'action que les choses se font. Et à un moment donné, c'est important de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller un peu explorer ce qui peut se passer ailleurs. Ça peut être tellement gratifiant et tellement riche, tu vois, ces interviews. Je trouve ça super parce que on aborde plein de choses, tous les aspects de la vie et on part dans plein de directions. Et Ouais, je pense que ça peut être très enrichissant pour le spectateur. Ouais. Donc bah, carrément. c'est Et, top. et d'ailleurs, en préparant cet échange avec toi, je t'ai entendu dire que l'hypersensibilité, pour toi, c'était entre autres une porosité à l'environnement. Oui. Et donc, je me demandais, c'est hyper intéressant cette notion de porosité, parce que est-ce qu'il y a une difficulté du coup à connaître ses limites, son territoire, et comment tu pourrais nous parler de cette difficulté? Alors en fait, on le voit beaucoup avec les enfants. Par exemple, un enfant hypersensible que tu mets le premier jour dans une crèche, il va être dans un coin et il va observer. Il va faire que ça. Il va observer parce qu'il observe et il scrute et il a besoin de se sécuriser et de se sentir à l'aise dans l'endroit où il est. J'ai utilisé le terme porosité parce que c'est quelque chose, on se sent traversé par l'environnement, on reçoit tout l'environnement qui est autour de nous. Et donc, pour se sentir en sécurité, on a besoin de faire un avec l'environnement dans lequel on est. On a du mal à se sentir une personne unique. On se voit, en fait, c'est vrai que depuis tout petit, moi, je me vois, mais avec l'environnement autour. Je me sens vivre et évoluer dans un environnement. Je ne me sens pas, moi, Pierrick, être unique c'est là où il y a une différence peut-être avec les autres. Je ne sais pas trop comment les autres fonctionnent, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup l'hypersensibilité. Hmm. Le fait de sentir, tu vois, moi, j'ai mes plantes autour de moi, mais je m'en occupe, j'ai besoin, je sens, je vis avec mon environnement. J'ai mes guitares à côté qui sont, si j'ai besoin de lâcher je sais pas, un peu d'émotion ou quoi que ce soit, j'ai mes guitares à côté ou j'ai ma tablette graphique, j'ai toujours mes blocs de dessin à côté aussi. Il y a plein de choses. Mais effectivement, l'environnement nous touche beaucoup. On peut pas faire, tu peux pas mettre une personne hypersensible dans un endroit qu'elle connaît pas et qu'elle se sente à l'aise. C'est pas possible. Hmm. C'est pas possible. On a besoin de connaître, on a besoin de se sentir en sécurité. Donc c'est quelque chose de.
on est très perméable à notre environnement. Oui, c'est ce que j'ai noté, Ouais. effectivement. Et, et du coup, dans cette porosité, je me demandais comment ce serait pour toi de l'éclairer comme ça? C'est vraiment une interrogation. Est-ce qu'un hypersensible a beaucoup besoin de plaire? Et est-ce qu'un pour en fait, si tu veux, s'intégrer dans l'environnement qu'il a observé, puisqu'il y a une phase d'observation, donc après c'est comment je m'intègre là-dedans, donc comment je vais pouvoir heu, fitter à l'intérieur de cet environnement-là. Et est-ce que les hypersensibles ont en commun le fait de faire passer leur estime d'eux-mêmes par le regard de l'autre? Est-ce que ça te parle ça ou est-ce que je tape à côté? Oui, je comprends un peu l'idée, dans le fait de plaire aux autres. Effectivement, il y a tout un jeu de séduction qui se joue. Ça se voit même chez les enfants, avec des parents peut-être un peu durs, qui vont chercher justement à séduire leurs parents pour ne pas être trop persécutés par eux, tu vois? Mais ça peut être aussi, carrément l'inverse. Ça peut être des enfants qui tu les mets dans une crèche, ils et ça matche pas du tout. Ils peuvent pas s'intégrer, en fait. Ou ils même si tu les laisses de force, ils vont jamais réussir. C'est une crèche, c'est très bruyant, il y a les enfants qui pleurent, qui crient, ça joue dans tous les il y a des jouets partout et un enfant hypersensible, là, au milieu, il est complètement perdu, quoi. Il peut pas prendre ses repères et il va peut-être chercher plus à se rapprocher des adultes. C'est là aussi où les enfants hypersensibles aiment s'entourer d'adultes, n'aiment pas forcément être avec des enfants, de leur âge, mais aiment bien s'entourer d'adultes et aiment bien faire des choses, être responsabilisés et faire des choses avec des adultes. Donc c'est aussi une manière de fonctionner, qui est pas habituelle, mais c'est important d'en prendre compte aussi. Mais il y a dans ce, c'est beaucoup au collège que moi je me suis rendu compte qu'il fallait que je plaise aux autres. Ça On avait sait pas plus l'air d'être les critères par lesquels tu avais envie de te définir non plus. non, C'est ça, mais et c'est pas inné en fait, c'est pas inné parce qu'on a vraiment l'impression de jouer un jeu et en fait les personnes hypersensibles, elles aiment pas jouer de jeu en fait. Elles ont du mal à prendre un rôle et à alors c'est difficile de mettre un masque et d'essayer de plaire aux autres, alors qu'en fait, on n'est pas cette personne-là. On est clairement des êtres authentiques, on a besoin d'authenticité. C'est pour ça qu'avec des personnes fausses, il y a pas de communication possible, quoi. Ça va être mmh. très terre à terre Mais ou très, je sens justement une zone de friction entre ce désir d'être connecté authentiquement de cœur à cœur et ce désir de comprendre, l'environnement et de ne pas dissonner à l'intérieur. Du coup, oui. j'avais une question qui était un peu là-dessus, mais juste j'avais besoin de faire le point, après ta réponse en disant ça. Mais un hypersensible qui s'ignore, passe beaucoup de temps, j'imagine, à sentir une violence dans les rapports humains lambda et à vivre une sidération vis-à-vis de son appartenance à l'espèce humaine. Mais en fait, je me dis, euh, l'hypersensibilité peut aussi aller jusqu'au point d'interdire toute forme de violence proactive. C'est-à-dire on est tellement touché par la violence qu'on observe qu'on se dit que c'est impossible pour nous d'être l'auteur d'une violence quelconque. Et est-ce que dans ce mécanisme-là, déjà, tu te reconnais? Et est-ce qu'à l'intérieur de ce mécanisme ne se cache pas directement le statut victimaire potentiel, larvé? Tu vois ce que je veux dire? Je vois à peu près ce que tu veux dire. Je crois que les personnes il y a des personnes qui refoulent cette hypersensibilité et elles sont en souffrance. Ces personnes-là, elles sont en souffrance toute leur vie parce qu'elles sont en suradaptabilité. Elles essaient justement de mettre des masques pour plaire aux autres, pour se sentir acceptées, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et de désillusion en désillusion, de violence en violence, d'échec en échec, elles en viennent à 60 ans à finir toutes seules dans leur maison, sans voir personne en fait. Se couper de tout le monde et elles ont 2 chats et c'est très bien, tu vois? Elles se complaisent dans leur maison, quoi. Mais j'ai des commentaires comme ça de personnes et je trouve ça me touche aussi parce que là aussi, c'est des personnes qui ont cherché à plaire aux autres, à se fondre dans la masse au détriment de leur propre santé à elles. Et elles sont en fait dégoûtées un peu dégoûtées de la vie et de ce que la vie leur a proposé, quoi. Donc, oui, la violence du monde touche beaucoup. C'est pour ça que c'est important
de pas trop regarder de journaux télévisés ou pas trop, parce que c'est très impactant ça, les journaux télévisés. Je sais que pour une nouvelle négative, il faut 7 bonnes nouvelles derrière pour à peu près équilibrer le truc, tu vois. Ou une phrase négative, il en faut 7 derrière pour 7 positives derrière. C'est pas vraiment le ratio auquel on nous donne accès quotidiennement, c'est vrai. Mais non, Médiatiquement parlant, j'entends. médiatiquement parlant, c'est la violence c'est la violence qui ramène de l'argent, quoi, hein, qui vend. Donc un hypersensible là au milieu, c'est terrible, quoi. C'est important de savoir tout ça, quoi. Mais quand tu es trop confronté à la violence, il y a deux choses. Soit t'en viens à prendre un masque toute ta vie, en fait, et à te construire avec ce masque, ce qui s'appelle un faux self, en fait. C'est des personnes qui ont, on entend beaucoup parler de ce terme de faux self dans les personnes hypersensibles ou au potentiel. C'est des personnes qui se masquent, en fait, et qui jouent un rôle, alors qu'en fait, elles sont pas elles-mêmes, elles jouent un rôle, mais ça leur plaît pas au fond d'elles. Elles savent qu'elles sont pas authentiques, elles savent qu'elles sont pas heureuses au fond d'elles. Et la violence, bah, du coup, soit t'en viens à t'isoler, à t'exclure complètement des autres, parce que tu dis les autres, c'est une source d'anxiété, de peur, de violence, et je suis bien avec mes chats dans ma maison, ou, ou tu prends l'autre partie, tu gardes ce masque, et tu peux devenir aussi, il y a des personnes hypersensibles qui peuvent être violentes, mais qui sont tellement construits un faux self en béton armé qu'elles sont inatteignables, quoi. Que c'est difficile de les faire revenir. Mais bon, pour être dans ce stade-là, il faut avoir vécu une enfance très compliquée. Il y a un travail psychologique énorme à faire derrière aussi. Mais ce faux self est très, très important, très, très important, ouais. Et je crois qu'on est tous un peu passés par là. Je sais plus qui c'est qui avait dit. C'est Peter Green qui avait dit on a tous un masque. Je sais pas si tu connais Peter Green. C'est un auteur. Et il disait on a tous un masque en société. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Il dit on a tous un masque dans toutes les situations. On n'est jamais véritablement vrai. C'est un peu vrai, mais, mais bon, je trouve qu'il était un peu dans l'extrême quand même. Mais Moi, il me j'essaie semble, d'être le plus authentique possible. ouais, j'entends. Il me semble en fait que on a déjà abordé ce sujet-là justement avec d'autres invités, le faux self. Et à chaque fois, il me semble important de dire que ce faux self, c'est pas non plus une facette de soi à éradiquer. C'est juste que si on se prend uniquement pour cette facette-là, Oui, on se ferme à toute la diversité qu'on a à l'intérieur de nous et à toute la multiplicité qui nous compose en fait. complètement. Et du coup, le faux self, il reprend sa place dans le vrai self quand il n'est pas le seul à piloter. Je crois que c'est un petit peu comme ça que je le vois, en tout cas, moi, personnellement. Alors le faux self, on a tous une partie sombre et une partie Mm. lumineuse. On essaie de montrer notre partie lumineuse continuellement, tout le temps, pour paraître bien, machin. Mais au fond de nous, on a toujours une partie sombre en nous. Et je crois que c'est important de la côtoyer et d'en prendre conscience. Donc, je sais pas si par faux self, t'entends partie sombre, mais, Bah, euh, pas mais moi, vraiment, je vois. parce que, en fait, j'entends par là masque unique et réducteur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont choisir le masque du bourru, hein. On en connaît des gens qui sont des ours ils sont toujours un peu comme ça. C'est leur faux self aussi. C'est-à-dire que si jamais ils s'ouvraient un petit peu plus, ils seraient pas que ça. Mais c'est devenu leur rôle principal et ils se sont confondus avec le côté d'eux-mêmes que les autres connaissent le plus et dans lequel ils aiment le plus être confortés, confirmés, etc. Et donc ils se réduisent eux-mêmes à cet endroit-là où ils pensent en fait, ils se confondent avec une facette d'eux-mêmes. Mais ça reste une facette. Pour autant, ils sont un peu bourrus, forcément. Ils se complaisent un peu dans ce faux self parce qu'effectivement, ça leur Mm. apporte une sécurité. Ils Ouais, savent qu'ils ne seront pas embêtés s'ils font l'ours et machin. exactement. Ils savent qu'ils ne Mm. seront pas embêtés. C'est une manière pour eux de se sécuriser, de se sentir, voilà, j'aurais pas à expliquer mes comportements. Donc oui, c'est un peu un masque qu'on montre aux autres, mais je crois que c'est bien d'en avoir conscience. Après, on peut utiliser ce faux self et avoir pleinement conscience qu'on est faux. Mais si à côté de ça, si 70% du temps ou 60% du temps, on est authentique ailleurs, où on est, enfin, c'est un équilibre qui marche bien et que ça ne nous détruit pas émotionnellement, psychologiquement, c'est très bien. Il y en a qui vivent leur vie avec ce masque, et c'est ça qui est terrible pour des personnes Bien comme ça. sûr. Et c'est important de pouvoir l'enlever, effectivement, de temps en temps. C'est important de pouvoir être épanoui, de se sentir authentique et Ouais, de pas se confondre avec ça. Parce qu'il y en a qui non, jouent de ne très pas se bien avec ces confondre. masques-là de façon redoutable. C'est-à-dire que s'ils Oui, mettent ces masques au service du moment qu'ils sont en train de vivre, admettons que
par exemple, dans un futur hypothétique, c'est pas du tout ce que je souhaite, mais je sois contacté par quelqu'un qui veut produire l'émission. Si à ce moment-là, j'ai pas une casquette un petit peu de commercial pour négocier, je vais me laisser bouffer, et parce que je veux être authentique. Et vraiment, authentiquement, j'ai rien d'un commercial. Mais si j'ai bossé ma casquette de commercial, à ce moment-là, je vais pouvoir la faire valoir et parler le langage de la personne avec qui je suis en train de négocier sur un aspect des choses qui est pas celui qui me parle le plus. Et donc, c'est d'autant plus précieux de pouvoir le vivre de façon efficace. Comme ça dure pas des plombs. Je sais pas si on peut parler de masque, mais moi, je pencherais plus. Moi, j'aime bien le truc des casquettes. Tu vois, au lieu de Mm. masque, c'est plutôt casquette. Moi, tu vois, je suis séparé. Une semaine sur deux, j'ai mes enfants. Bah, il y a une semaine, j'ai la casquette papa. Et quand je Mm. suis papa, bon, bah, je suis moins dans le boulot, je le sais. Par contre, quand j'ai pas les enfants, bon, bah, je peux me mettre à fond dans mon boulot et je suis entrepreneur et je m'occupe de mes activités, quoi. Bah, disons Mais que pour moi, quelque part, le faux self, ce serait une casquette qui devient la personnalité, l'identité de la personne pour elle-même et pour les voilà, autres. mais c'est là que ça devient effectivement dommageable et compliqué à vivre aussi. Oui, quand tu te fonds dans ton faux self et que tu le gardes toute ta vie et que tu te construis avec ça, Ouais. c'est un coup à passer à côté de sa vie, arriver à 70 ans et dire mais en fait, c'est pas ça que je voulais vivre, quoi. Par rapport aux personnes âgées, il y a beaucoup de personnes, enfin les personnes sur leur lit de mort ont beaucoup de regrets, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché d'apprendre ça. C'est une étude qui a été faite, hein. Mais la majeure partie des choses qui sont dites par les personnes âgées sur leur lit de mort, c'est qu'elles regrettent d'avoir fait des choses, elles regrettent de ne pas avoir fait des choses. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des choses et d'avancer dans la vie avec, sans S'autoriser, c'est s'autoriser une s'autoriser. diversité, une souplesse, et si tu restes coincé ouais, sur une sorte de rail rassurant, en fait, finalement, tu te coupes. Tu vas pouvoir t'autoriser à avoir beaucoup de regrets au moment où tu vas dire ah ouais, j'ai choisi que cette voie-là. C'est ça. C'est peut-être rassurant sur le court terme ou sur le moment présent, tu vois, tu te sens bien, machin. C'est comme, je connais des personnes hypersensibles qui restent chez elles avec leur petit boulot, leur truc, et c'est très bien, tu vois. Elles vont pas chercher alors qu'elles ont tout le potentiel ou mais elles se rendent un peu malades à rester chez elles, à essayer de se fondre dans cette société, dans cette vie qui en fait leur correspond pas du tout. Mais c'est des personnes qui se sentent pas du tout à l'aise en dehors de leur zone de confort, quoi. Mais je crois que c'est important de repousser un peu sa zone de confort et d'essayer de sortir un peu et d'explorer des choses, revenant après de temps en temps dans sa zone de confort, mais voilà, de temps en temps d'essayer des choses. C'est vraiment primordial et pour les personnes hypersensibles d'autant plus, parce que sinon on peut arriver au bout de sa vie et avoir plein de regrets parce que j'ai pas osé faire ci, j'ai pas osé lui demander pardon, j'ai pas osé. Tu vois, il y a tellement de choses qu'on peut regretter dans sa vie et qui auraient pu foncièrement changer le reste des décennies après, quoi. Donc ouais, c'est important tout ça, quoi. J'entends. Mhm. J'avais aussi un point que je voulais aborder avec toi par rapport à l'hypersensibilité, c'est le côté énergivore internalisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait un rapport aux choses qui peut paraître lambda pour la plupart des gens, qui est déjà énergivore. Ce qui fait que la goutte de trop pour un hypersensible, c'est la goutte en plus pour quelqu'un qui n'a pas carburé à l'intérieur de lui, bouffer de l'énergie, a déjà supporté la situation telle qu'elle se présentait dans un premier temps. Et donc, je me demandais si c'était propre à tous les hypersensibles de contenir son émotion jusqu'à la dernière goutte d'énergie disponible avant de lâcher. Est-ce que ça fait partie des caractéristiques de l'hypersensibilité pour toi? Alors les personnes hypersensibles ont cette faculté effectivement d'être vite vidées d'énergie. C'est comme une grosse pile et chut, on a l'énergie qui se vide très vite dans des circonstances particulières. Ça peut être rien que dans une salle avec un néon qui clignote. Tu vois, il peut être loin même, mais ça fait une source rien que ça ou un brouhaha. Moi, je sais que dans un restaurant, je peux pas rester plus d'une heure et demie, quoi. Enfin, un restaurant où il y a du monde, tellement au bout d'un moment, je me sens pas bien. Je me sens, il y a tellement de monde.
ou dans une soirée animée, j'ai besoin de sortir toutes les demi-heures pour aller prendre un bol d'air frais. Et puis, tu vois, c'est des choses. Mais effectivement, dans une jauge d'énergie qui se vide très vite. C'est important d'en avoir conscience. Pour dès qu'on arrive à un seuil critique, il faut dire, là, il faut que je m'en aille. Là, je peux prendre l'air. Là, je vais faire autre chose. Je bois un verre d'eau. Et hop, tu remontes un peu ta jauge d'énergie. Ouais, là où d'autres, un néon, ça va pas les déranger. Toi, tu vas te sentir tout de suite nerveux et tout de suite agressé visuellement par ce phénomène-là, quoi. Hmm. Et le moindre petit truc, un bruit répétitif, on est touché par beaucoup de choses. Mais je vois pas vraiment d'exemple où une goutte d'eau nous ferait péter un plomb et chez un autre, il se sentirait mieux. J'arrive pas à avoir d'exemple précis de ça. En fait, euh, dans ce que je mettais en avant, il y avait simplement le fait que une situation tout à fait normale, comme tu le citais, c'est-à-dire, mettons un restaurant avec beaucoup de bruit et un néon qui clignote, tu vois, les deux. Ouais, Mettons ce truc-là. Il y a donc une capacité de se vider de son énergie qui est très importante à cet endroit-là pour quelqu'un qui va être activé, en fait, qui va être ouais. stimulé un peu trop franchement, à son goût, par ces éléments-là. Et en fait, il va y avoir un grand moment possible, si jamais on n'est pas au courant de son hypersensibilité, si jamais on a peur de la mettre sur la table en disant bah, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de... Donc il peut y avoir un Ah oui, moment très très long où la personne est épuisée, mais reste là et fait bonne figure. Et ça, c'est des situations que les hypersensibles non avérés, entre guillemets, doivent vivre au quotidien, en fait. c'est-à-dire prendre sur soi, en fait. Ouais, Prendre sur exactement. soi, endurer, Mm. souffrir. Et en fait, c'est quelque chose que tu retrouves souvent au travail, entre autres, avec la pression hiérarchique, avec oui, les lumières qui sont souvent des néons dans les bureaux ou des choses ou en usine où tu es complètement coupé du cycle du soleil. J'ai travaillé en chaîne de montage, c'est horrible pour un hypersensible. J'ai expérimenté ça, tu vois, pendant plusieurs mois, mais je tombais en dépression, en fait. Je faisais bien mon boulot, je recevais ma paye, j'étais content, mais je tombais en dépression petit à petit parce que j'étais mais ça m'a avec le recul, ça m'a fait du bien d'expérimenter ça effectivement. Mais il y a des personnes que ça dérange pas du tout parce qu'elles ont pas, parce qu'elles ont ces filtres. C'est des personnes qui vivent et qui ont ces filtres qui, bah, elles voient pas le néon, elles voient pas, mais nous, tout nous touche, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant et assez difficile à faire comprendre aux personnes qui sont pas hypersensibles, c'est que tout nous touche, absolument tout. Ça peut être la température, un courant d'air que tu sens sur ta main, ça peut être, y a tellement de choses. Le truc, c'est qu'on est tellement authentique et tellement en souffrance. Par exemple, moi, je me vois dans ce restaurant avec ce néon qui clignote, bondé de monde. Au bout d'un moment, je suis obligé de dire stop, maintenant il faut qu'on rentre, ou je dois sortir, ou il faut que j'aille faire quelque chose, tu vois. Mais je sature. Au bout d'un moment, je peux plus. Et si tu cherches trop, il y en a qui arrivent hein, à repousser. Et beaucoup, c'est les femmes. Il y a beaucoup il y a beaucoup de femmes qui arrivent à aller dans leur retranchement et ça, c'est terrible parce que c'est souvent c'est elles qui sont beaucoup victimes de burn-out parce qu'elles elles s'écoutent plus, elles sont beaucoup dans elles ont cette faculté de pouvoir résister à la souffrance et encore et encore, encore. Il arrive à un moment donné où tu peux plus et où le corps il dit stop d'une manière ou d'une autre. Dans un cas extrême d'une activité qui vraiment te déplaît et que tu fais ça depuis des années, le corps, il va te dire au bout d'un moment, soit par des insomnies, soit par un problème psychologique, soit une maladie quelconque qui peut se déclarer, tu vois, mais le corps, il va te dire maintenant stop. Et beaucoup, Ouais, c'est je suis les d'accord. personnes, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ce signal d'alerte pour reconsidérer leur vie et se dire ouais, il y a peut-être quelque chose à changer là. Mais c'est vraiment important ouais, d'être à l'écoute de son corps et de savoir dire stop quand il faut, quoi, pour se préserver soi-même. Ouais. Et je me pose deux questions, étant donné que justement on est en train d'évoquer la fatigabilité. Je voulais savoir où Ouais. toi tu en étais de ton énergie là maintenant, tout de suite, par rapport à ce que tu avais de disponible. Et une deuxième question que je mets quand même en douce pour en avoir une de plus. Est-ce que justement ce fait d'être hyper adaptable et de souffrir de cette hyper adaptabilité, est-ce que quelque part ça peut pas faire naître aussi une rancœur à l'égard de l'humanité, dire je souffre énormément et personne le voit, mais parce que en fait, on le montre jamais Ouais. aussi. On le montre jamais, on l'exprime jamais et on est dans un monde où tout va tellement vite et c'est très dur pour les personnes,
On est dans un monde de remplacement facile aussi, tu vois? S'il manque un employé, hop, on en trouve tout de suite un autre. Donc c'est très dur, c'est un monde de compétitivité et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais la compétitivité pour les personnes hypersensibles, il y a rien de pire. Si tu mets une personne en lui disant: «Bon, bah, voilà, tu en compétition avec lui et je prends le meilleur des 2», clairement, si tu pas l'état d'esprit et si tu sais pas que tu es hypersensible, si tu pas construit une protection là-dessus, tu vas droit, tu vas droit au casse-pipe, quoi, comme on dit, hein. Donc c'est vraiment la compétition, les personnes hypersensibles n'aiment vraiment pas, quoi. Elles aiment l'authenticité, elles aiment les choses simples, les ça peut arriver qu'à force de trop côtoyer, d'avoir trop d'épreuves, trop de difficultés, on en vienne justement, on en a parlé tout à l'heure, de ces personnes âgées qui se retrouvent toutes seules, en fait. Mmh. Parce qu'elles ont tellement cherché, elles ont tellement souffert dans leur vie qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est que tout seul, même si c'est dur à vivre la solitude, c'est que tout seul qu'elles sont bien, quoi, que toutes seules qu'elles sont bien. Donc effectivement, mais on en vient à ce c'est une sorte de rancœur, effectivement, un goût un peu amer, mais et on se complaît dans notre solitude. On apprend à aimer la solitude, mais c'est terrible d'en arriver là, quoi. Alors qu'on n'est pas des êtres, pour la tu vois, on les hypersensibles, on a autant besoin de solitude que d'être avec les autres. On a besoin de nos moments de solitude intenses, mais on a besoin aussi, de temps en temps, d'être vraiment avec les autres. Donc il faut avoir conscience de ça et il faut le respecter. Mais être constamment dans la solitude, oui, c'est terrible et c'est une maladie, c'est une des plus gros un plus gros fléau de la société actuelle, hein. La solitude touche je sais plus combien de c'est un gros pourcentage de Français, je crois. J'avais vu une étude en France et oui, mais c'est lié à beaucoup de choses, hein. C'est lié au travail, c'est lié au monde professionnel qui nous isole de plus en plus et qui nous demande de plus en plus, ce qui fait qu'on a moins de temps pour notre vie personnelle, pour nos projets, on a moins le temps de se réaliser et ça c'est difficile. Je suis d'accord, il y a un côté collectif qui exacerbe en fait, cette solitude et en même temps justement dans les étiquettes, qui sont abordées ici, et dont l'hypersensibilité, fait partie. Alors ce mot d'étiquette, il peut être, vu comme quelque chose de péjoratif alors que c'est pas du tout le cas dans ma bouche, hein. Mais simplement ces étiquettes-là, elles sont toutes en rapport avec un décalage qu'on peut ressentir avec violence à l'intérieur de soi et qui crée une solitude dans un premier temps. Et c'est pour ça aussi que des témoignages comme le tien peuvent être inspirants parce qu'on peut être passé par cette solitude-là pendant des années, l'avoir ressenti au fin fond de son cœur et de ses tripes, et avoir dans un élan proposé un travail qui rencontre les gens, qui rencontre justement cette spécificité-là en plus. C'est-à-dire que la résilience a lieu à l'endroit où avait lieu la douleur pour toi. Il y a quelque chose comme ça qui se passe d'assez magique, hein, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Effectivement, mais c'est une espèce d'acrobatie mentale qui fait qu'effectivement, quand tu comprends pas ce que tu as, c'est là où l'étiquette est importante. Quand tu comprends pas ce que tu as, quand tu vois que tu as du mal à t'adapter aux autres, tu te dis: «C'est moi le problème et j'ai pas envie de souffrir davantage, du coup je m'isole» et finalement je suis bien tout seul, tu vois? Et moi, quand j'étais ado, je me sentais bien tout seul, je me complaisais dans ma solitude et j'avais mes parents, j'avais ma famille pas loin à côté, tu vois, donc ça se passait bien. J'avais aussi mon cadre de vie qui était plaisant et où je voyais des gens et où il y avait des interactions. Ça, c'est important, les interactions sociales et tout, parce que vivre tout seul, tout seul, tout seul, c'est un calvaire. Tu peux pas, hein, tu peux pas. Mais euh, ouais, je commence à perdre le fil des questions là. Ah. C'est là où tu vois que je vois Ouais. que Bah, reviens à ma question d'avant, c'est-à-dire, t'en es où de ta jauge d'énergie là, toi? Heu, on va dire c'est à 40% là, ça a bien Ok, baissé. ok. Mais ça va, j'ai Euh, encore de la ressource, faut juste que je me ok, rappelle de ta super. question. Et ben là, j'étais dans cette rancœur potentielle et puis dans cette coupure du monde. Et tu allais jusqu'au bout du truc en disant il y a des personnes qui vont finir par trouver un confort, une zone de confort inamovible à l'intérieur de la solitude, alors que Oui, potentiellement il y a un point de l'humain qui consiste à aller rencontrer les autres pour se rencontrer soi et que les autres se rencontrent à travers nous. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'éclaire. clairement, on est avant tout des êtres sociables.
Mmh. Social et sociable. On a besoin de se confronter aux autres, on a besoin, c'est ça qui nous construit, hein. Il y avait une étude avec des enfants qui avait été menée, enfin, il y a très longtemps, hein. Ils se sont rendus compte que des enfants, dans un orphelinat coupés de toute, bah, ils finissent par mourir, coupés de toute, source d'affection, source de et c'est terrible comme truc, mais c'est une réalité. On a besoin d'être avec les autres. Être tout seul, être tout seul, c'est vraiment difficile. Et la société nous pousse de plus en plus, oui, elle alimente un peu ce truc de solitude, quoi. Mmh. Donc il faut faire attention à ça, il faut se réserver du temps. C'est pour ça que je précise bien sur ma page régulièrement, réservez-vous du temps, rien que pour vous, et où vous vous faites plaisir, où vous trouvez si vous voulez sortir, vous sortez, mais il faut vraiment prendre conscience qu'il faut se ressourcer régulièrement, parce que quand tu as une vie active dans une grande ville, à la fin de la journée, ta jauge d'énergie, elle est dans le rouge, quoi. T'es fini, hein. Et si tu prends pas un peu de recul, que tu te ressources pas par une promenade ou par un truc qui te plaît, tu rattaques le lendemain avec un niveau d'énergie très très qui va descendre encore plus vite, quoi. Et c'est comme ça que tu t'en deviens un peu malade. Donc faut vraiment être à l'écoute de tout ça, quoi. Bah, ce qui me vient, moi, c'est se traiter soi-même comme un ami. C'est-à-dire que souvent, on est plus dur Oui, avec soi qu'avec un ami. Donc, se réserver du temps comme on réservera du temps à un ami. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est présent dans plein de discours. Je non, c'est pense à vrai. Isabelle Padovani quand je dis ça. Je pense aux livres comme Par magie aussi. Je pense, il y a vraiment plein de discours qui vont dans ce sens-là, de dire est-ce que vous feriez ce que vous faites pour un ami, pour vous-même? Est-ce que vous seriez capable d'avoir cette relation-là avec vous. Et donc, il y a plus de douceur, plus de compréhension vis-à-vis de ses travers, plus de... Ouais, il y a une ouverture qui se fait quand on se traite en ami, en fait. Voilà, se traiter avec authenticité, se respecter comme on respecterait un ami, effectivement. Mm. Et s'accorder, oui, s'accorder du temps, prendre le temps de faire les choses. Je crois que ouais, ouais, c'est vraiment important. C'est primordial pour avancer sereinement. Mais c'est toutes ces choses qui fait que tu arrives à un moment de ta vie où tu ressens de la sérénité, ou tu peux ressentir de l'amertume, tu vois. C'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, c'est comme un énorme puzzle. Et tu mets les choses en place, et au bout d'un moment, bah, soit tu te sens bien et serein, aligné avec toi-même. C'est un peu pour en revenir j'en reviens un peu à ta question sur ce changement entre avant hypersensible et après hypersensible. Quand j'ai pris conscience de mon hypersensibilité, c'est comme si j'ai revu mon passé avec un œil objectif, un œil nouveau, en fait. Et j'ai pu comprendre beaucoup de scènes que j'ai vécues que je comprenais pas jusque-là, de comportements des autres ou de mon comportement à moi. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, ça s'aligne tout, je comprends tout maintenant, je comprends pourquoi ils ont réagi comme ça, je comprends pourquoi. Et j'ai pu refaire le puzzle de mes 38 ans de vie jusque-là, en comprenant réellement ce qui s'était passé, quoi. Et donc, c'est ça qui permet de reconsidérer sa vie et de prendre conscience de soi-même, en fait, et de se respecter davantage. Mais c'est un long processus, hein, c'est un gros travail sur soi, mais qui est nécessaire et qui vaut vraiment le coup. Parce qu'une fois que tu te sens serein et aligné dans ta vie, mais plus rien te déstabilise, quoi. Tu te sens comme une montagne et tu te sens bien, bien en phase avec tes convictions, avec tes projets. Et c'est vraiment, il y a rien de mieux, quoi. Ouais, on est porté par soi-même. Exactement, ouais, voilà. Et par la vie qui passe à travers nous. J'ai une question un peu polémique pour toi. Ah, vas-y. Une en fait, quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, et c'est Franck Lobet dont il s'agit, et il dit: «L'hypersensibilité, c'est un refus de sa sensibilité». Qu'est-ce que tu en penses? C'est un refus de sa sensibilité. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire de lui-même qu'il est hypersensible, mais que c'est douloureux et que c'est trop dur, est Ah, quelque part en train de refuser sa sensibilité, et c'est pour ça que ça sort en hypersensibilité à l'intérieur, avec douleur. oh là 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 là. Alors non, non, je suis pas d'accord. Il me Clairement. semblait que ça allait piquer un peu. Non, mais ça me paraît tellement logique, en fait, que non. Il y a des personnes qui sont peut-être comme ça, mais c'est ces personnes qui ont cette pancarte victime au-dessus de la tête et qui se plaignent en permanence et qui jouent ce rôle de victime et qui se disent: «Ah, moi ça me touche trop, je peux pas», ou tu vois: «Je suis hypersensible, je sais pas faire ça», ou, Mmh. ou, heu
ou qui demandent des arrêts à leur médecin. Je suis hypersensible, je peux pas continuer ces choses. Mais je crois qu'il y a rien de plus fort qu'un hypersensible serein avec lui-même, quoi. Il y a rien de plus fort, il y a rien de plus, une personne hypersensible qui en a conscience et qui s'est construit et il y a rien qui l'arrête. Tu vois, il y a rien qui la touche, il y a rien qui parce qu'elles ont même plus d'ego, elles ont même pas de enfin, elles ont un peu d'ego, mais oui, il peut y avoir des trolls ou des commentaires négatifs ou des trucs. Moi, j'en ai eu des commentaires négatifs quelques-uns, mais pour, 10 commentaires négatifs, j'en ai 1000 qui sont positifs, quoi, tu vois? Et je me dis: «Bah, quand même, ça aide». Et je sais que Mm. c'est pas du voilà, c'est pas de l'arnaque ni quoi que ce soit. Moi, ça me parle personnellement. Les gens sentent que ça me parle et ça leur parle aussi. Et donc c'est hyper constructif. Mais je crois que c'est important de se détacher de ce rôle de victime. Et ça, c'est quelque chose, beaucoup de gens se complaisent dans ce rôle de victime parce que c'est facile. C'est beaucoup plus facile d'être victime que d'être responsable de sa vie, en fait. Mm. Et de se déresponsabiliser sur les autres. Si ça marche pas, oui, c'est à cause de mon patron. Si je suis dans ma vie, c'est à cause de ma femme. Si on est dans la galère, les impôts sont élevés, c'est à cause du gouvernement. Enfin, je veux dire, tu vois, tout. y a- puis en fin de compte, on se déresponsabilise de tout. C'est une manière ouais, de se sécuriser facilement. Mais il n'y a rien de constructif là-dedans, quoi. C'est important. C'est pour ça que je dis aux personnes À qui me quel suivent, prix? c'est important de reprendre la responsabilité de ses choix et de sa vie. Et vraiment, reprendre la responsabilité, c'est je suis maître. Je suis maître de moi-même actuellement et je suis maître de qui je vais être demain. Si demain j'ai envie d'être, par exemple, j'ai envie de gagner plus d'argent, bon, bah, je propose une autre activité à côté ou je fais autre chose. Je travaille sur moi. Si j'ai envie d'être plus sage ou plus serein, bah, je travaille. Mais rien que le mot travailler, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, tu vois. Mais bon, ça c'est assez typiquement français aussi, hein. Dans d'autres pays, on n'a pas ce même état d'esprit. Il faut reprendre la responsabilité de sa vie. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens sont prêts à faire. En fait, Et, je pense que du coup, dans un premier temps, tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord avec l'affirmation que je mettais un petit peu là pour piquer, mais de façon bienveillante, tu l'as bien compris. Euh, oui, Si tu veux, lui, c'est un thérapeute qui reçoit beaucoup de gens qui sont en, en rapport vraiment de douleur aiguë et continue aux autres. C'est-à-dire que justement, dans leur rapport, dans leur amour de la nature, il y a aussi le fait qu'il y a du silence et que personne va leur dire quoi que ce soit. Et il y a la difficulté pour elles de sortir leur hypersensibilité et de la mettre sur la table en disant mais ça, c'est pas possible pour moi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, comment dire, elle franchirait le cap de devenir elle-même l'empêcheuse de tourner en rond, la personne qu'on peut regarder d'un mauvais œil en disant mais pourquoi il fait ça, c'est bizarre. Donc du coup, tout se vit intérieurement et c'est insupportable. Et donc c'est comme si en disant que c'est insupportable, elle voulait sortir de ça, et c'est comme si en affirmant que c'est pas possible de le changer, elle voulait rester là-dedans. Et donc lui, il fait péter ça un petit peu comme ça, en disant voilà, c'est marrant, l'hypersensibilité. ça me fait penser un peu au discours des personnes qui sont pas hypersensibles et qui se permettent de juger les personnes hypersensibles. Je Ouais. sais pas si ce psychologue est hypersensible ou pas, je le pense pas. S'il tient ce discours-là, je le pense pas. Ah, je suis pas Mais sûr que ça soit pas le cas, mais après voilà, c'est pas avéré. ouais, je sais pas. Mais Disons que sa façon de faire, je pense que l'hypersensibilité est présente dans son système, mais sa façon de faire, c'est plutôt de bousculer en disant je rentre oui, pas dans ton jeu, en gros, mais je le fais de façon fraternelle. Bon, après, je suis pas là pour être son avocat non plus, hein. Mais, mais je sais que j'y vois, en fait, si tu veux, je peux me connecter à ce que tu évoques quand tu réponds à cette question, à cette affirmation en tout cas. Et je peux me connecter aussi à là d'où lui l'a dit et où je trouve pas ça déconnant non plus. Mais voilà, c'est personnel. ok. C'est personnel. Mais j'ai du mal à me rendre compte en fait. Le fait c'est refouler ses émotions, c'est ça que tu disais. En gros, Refouler. c'est pas refouler, c'est les garder rentrés parce que les sortir, ce serait inconvenant et ça met tellement en danger que du coup,
On préfère se faire à l'idée d'être dans un rapport hypersensible au monde et qui est insupportable et que c'est injuste, en fait. En gros, c'est le comportement victimaire que tu décrivais plus tôt, comme si c'était inéluctable et qu'il n'y avait aucune solution et qu'on ne pouvait pas se positionner autrement qu'en étant dans le trop, trop, trop violent. Et donc, le refus de sa sensibilité dans les mots de Franck Lobvet et ma traduction par-dessus, c'est le refus de dire son hypersensibilité et le refus de se l'avouer. Donc c'est un rapport en fait de refus par rapport à l'hypersensibilité qui fait qu'elle est encore plus urgente à comme quand tu évoquais en fait pour moi le rapport à la maladie, c'est-à-dire que si tu n'écoutes pas ton corps, si tu n'écoutes pas ses besoins, ben il y a une maladie qui va venir te le rappeler. Ben, de la même façon, l'hypersensibilité qui est débordante en fait, elle vient te rappeler que tu sais pas que tu es hypersensible et que tu le vis pas en fait, que tu le vis pas devant les autres, que tu l'assumes pas, que tu le mets pas sur la table. Et en ça, tu Ah oui, refuses oui. ton hypersensibilité parce que tu ne la partages pas, tu ne la montres pas. Ah OK, je vois un peu mieux. D'accord. Voilà, je suis content alors d'être arrivé au point où, même si t'es pas d'accord en fait, mais c'est juste histoire d'avoir pas posé ça comme un parpaing et puis de partir en sifflotant, tu vois. Non, je comprends un peu mieux. Bah, du coup, ne pas embrasser cette hypersensibilité, pleinement quoi, en fait. Exactement. Mais effectivement, c'est des gens du coup qui restent dans la souffrance ou qui veulent se mettre dans une case bien précise ou qui Mm. Bah, disons mais qu'à l'endroit où tu n'es pas, euh, comment dire, t'es pas en train de dire justement ce néon qui clignote me gêne en prenant le risque de péter l'ambiance à table, si tu veux, en disant ça. En disant que toi, ça te gêne, donc en étant potentiellement le con pour toutes les personnes qui sont autour de la table. Si tu refuses de faire ça et que tu prends la douleur du néon en encaissant le fait que ça soit difficile et tout, tu vas trouver ça injuste que personne ait débranché ce néon, mais t'as rien dit. Tu vois ce que je veux dire? oui. Oui, oui, ouais, je vois. Et comme tu t'es pas exprimé, tu as gardé intact le fait d'être irréprochable. Tu n'as impacté personne. Par contre, le monde, il t'impacte drôlement. Et oui, mais t'as rien dit. Mais on en vient à ta question de tout à l'heure où les personnes hypersensibles peuvent sentir de la rancœur vis-à-vis du monde, mais justement, Ouais, on est dans ce schéma-là aussi. bien sûr. Parce que la rancœur se construit avec toutes ces petites choses-là. Et oui, ça arrive aussi, il y a des personnes hypersensibles qui disent, «Oui, tu te rends compte, il a fait ça, je comprends pas, dans une relation ou dans un environnement de travail, mon patron il me demande trop de trucs, là je peux pas suivre, machin». Mais quand il demande: «Est-ce que tu lui as dit rien que ça? Est-ce que tu lui as dit que ça faisait trop de travail, trop de charge mentale, trop de choses? Est-ce que» eh ben non, j'y ai pas dit. Parce que pour faire bonne figure, effectivement, on Mm. encaisse, on encaisse, on encaisse. Mais dans l'extrême, au final, c'est toujours le corps qui te le rappelle, d'une manière ou d'une Ouais. autre. Et tu peux faire, tu peux, tu vois, le néon, physiquement, au bout d'un moment, tu peux plus. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Hein. T'as beau encaisser tout ce que tu veux, ouais, physiquement, t'es obligé tu peux pas faire abstraction des choses. Pour une personne hypersensible, c'est très compliqué, quoi, de mettre des filtres et de mettre. Ouais. Donc, faut embrasser cette hypersensibilité, faut la comprendre, faut savoir aussi quelle est ton hypersensibilité personnelle à toi. Et c'est ça c'est en faisant cette introspection que tu peux avancer plus sereinement. Oui, je comprends. Les personnes hypersensibles qui vont le consulter lui, j'imagine que c'est des personnes qui se plaignent, mais qui font rien pour changer les choses, en fait. Et puis, oui, et puis qui connaissent sa couleur et qui savent qu'elles vont se faire secouer. En fait, c'est un jeu où tout le monde est un peu conscient de ce Peut-être, qui va mais se oui, passer. oui. Mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là parce que c'est un humain qui va te le donner les yeux dans les yeux et il veut pas refuser de comprendre ce que tu dis. Il te dit juste que si t'es en fait, s'il compte sur toi pour être la personne qui, après que le boulot a été insupportable, tous les jours va recevoir le fait que c'était insupportable, au bout d'un moment, il va jouer le rôle de te dire, je t'aime. Et en ça, j'ai le droit de te dire que pour moi, c'est insupportable, que tu restes dans l'insupportable aussi longtemps et que tu comptes sur moi pour le rendre supportable en écoutant ce que tu me dis en fin de journée. C'est juste dire, à un moment, il y a besoin d'un point de bascule et il y a besoin d'être bousculé, et lui, il fait ça, en fait. Et c'est vrai que OK. ça peut être mal compris quand on arrive, quand on Mais prend des bribes, c'est une mais c'est une technique des technique, ouais. psychologues et des coachs qui permet de oui, c'est un peu un coup de pied au cul qui permet de se rendre compte de certaines Tout à choses fait, et c'est nécessaire. Il y a besoin de temps ouais. en temps ou une bonne baffe dans la gueule de la vie qui te rappelle, tes priorités. Heu, il y a rien de tel pour te faire prendre conscience de la réalité des choses et de ta vie qu'il faut prendre en main.
Donc c'est nécessaire, ouais, aussi. Est-ce une approche comme une autre? Et ça marche Oui, avec bien certaines sûr. personnes, effectivement. Bah, ça peut. En tout cas, de toute façon, il y a tellement de personnes qui proposent tellement de choses différentes que, autant avoir la sienne. C'est surtout Mais ça que je oui, me dis. Comme ça, il y aura d'autres possibilités d'aller voir ailleurs, si jamais c'est pas la méthode adaptée. Pour sortir de Franck Lobvet, parce qu'à la limite, c'est pas lui qui est un jour, peut-être, il sera assis à ta place, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Heu, est-ce que, pour toi, aujourd'hui, l'autre est par défaut considéré comme une menace potentielle? Et comment c'était pour toi avant la rencontre en conscience de ton hypersensibilité? alors je me rends compte que j'ai construit des biais un peu. Enfin, mon cerveau a construit des biais depuis l'enfance. Le fait d'avoir eu mmh, des un peu de harcèlement au collège, en scolarité, que c'était compliqué. Effectivement, j'ai appris à me méfier des autres et de manière naturelle, j'ai cette méfiance constamment. Je sais que je devrais pas, je sais que c'est, contre-productif au niveau relationnel, au niveau, social aussi, mais c'est quelque chose qui est, que j'essaie un peu de contrecarrer ça, mais j'avoue que c'est compliqué. C'est quelque chose qui me effectivement, j'ai un peu ce biais à penser que l'autre peut potentiellement me faire du mal et donc j'ai une petite case qui me dit: «Attention, méfiance», dès que je rencontre quelqu'un de nouveau, que donc oui, c'est un peu pour ça que je me suis un peu coupé des gens, que j'aime aussi ma solitude, mais oui, je me suis rendu compte de ça, effectivement. OK. Et c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que, avec le recul, avec le je me dis: Je devrais plus avoir ça, quoi». Je rencontre des gens, super, je suis en capacité de me défendre s'il arrive quoi que ce soit, tu vois? Je suis pas mais il y a quand même ce petit biais, de qui rappelle le petit Pierrick qui avait 14 ans et qui se faisait, constamment, embêter à l'école et oui, ça marque quand même, hein. Tout ce que tu vis dans l'enfance, ça reste. Donc je comprends, les personnes qui vivent un traumatisme, enfant et qui gardent ça toute leur vie. Donc faut reconstruire là-dessus, en fait. Faut l'accepter et faut reconstruire là-dessus, en fait. Tu peux pas effacer, tu peux pas c'est comme n'importe quel traumatisme, tu peux pas effacer, tu peux pas revenir dessus, mais tu peux reconstruire des choses par-dessus. Donc c'est important d'avancer, quoi qu'il en soit mais ouais, ça m'arrive. J'ai ce truc-là, ouais. Ben, merci, merci pour ton honnêteté et pour le fait de partager ça avec nous. C'est très touchant, en fait, de se dire que, bah, voilà, il y a à la fois une transmutation qui s'est passée, une transformation qui s'est passée à l'intérieur de toi, mais qui n'annule pas le petit de 14 ans que tu as été avec, Ouais. ben, une crainte qui s'est réveillée à ce moment-là et qui aujourd'hui encore joue un certain rôle à l'intérieur de ton organisation interne, en fait. J'ai connu tellement de oui, de méchanceté et d'attaques que ça a été, c'est une manière de me sécuriser, de considérer l'autre comme potentiellement dangereux. Ça me permet de me sécuriser, de me dire: «Ah OK, je prends mes distances quoi qu'il arrive» tu vois, même maintenant à 41 ans, bientôt 42, ça continue à me suivre donc c'est assez, Mmh. ça peut être assez problématique mais bon, j'en ai conscience, donc c'est déjà, 50 du travail de fait, tu vois? J'en ai conscience et depuis que j'ai pris conscience de cette hypersensibilité que j'ai depuis tout petit, j'apprends à aller vers l'autre de manière plus fluide et plus simple, en fait. Et c'est quelque chose que voilà, que je soigne tout doucement, personnellement, petit à Ouais. petit mais ça m'handicape pas plus que ça. Je vis avec ça et ça j'en ai conscience. Il y a des personnes avec les qui rayonnent bien et avec lesquelles je peux aller, sans problème, quoi. Il y a pas de souci. Mais OK. oui, oui, c'est important de le rappeler ça aussi. Et je me demandais, dans un monde où la rationalité joue quand même un rôle hyper important, même si on se demande bien des fois, si l'absurdité est pas plus forte, je me demandais, si les hypersensibles sont pas, quelque part un signal fort au niveau collectif qui équilibrerait ce côté rationaliste, un peu pur, rationaliste pur, je dirais, ouais. Ouais, je le crois un peu, hein. Je crois même beaucoup que les hypersensibles sont un peu là pour bousculer les codes. Enfin, entre guillemets, «là». C'est un peu se donner un rôle et se donner, mais je veux dire dans les grandes lignes, toutes les personnes qui ont bousculé les codes, c'est des personnes hypersensibles. Dans le domaine de la mode, dans le domaine de la peinture, tu vois? Picasso avec le cubisme ou les différents l'impressionnisme en peinture ou tu vois? Les artistes qui font des œuvres, comment? L'art contemporain ou
où tu comprends pas forcément ce que c'est, mais il cherche à provoquer et à bousculer les codes. Et dans plein de domaines, c'est ça. Ça peut être en politique, ça peut être dans la musique. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je crois que les personnes hypersensibles ont ce petit grain de folie cette petite étincelle qui peut faire changer des choses. Et c'est dans ce sens-là que j'encourage les personnes qui me suivent sur ma page à pas hésiter à contribuer, à apporter leur touche au monde de demain parce que c'est important. Et ouais, mais il faut un petit peu ce grain de folie, quoi. La vie Ouais. serait quoi s'il y a pas un peu de folie, s'il y a pas un peu, si on restait dans nos bien alignés, bien rangés. Mm. Non, il faut un peu sortir des cases et je crois que c'est ça qui est important, ouais, sortir des cases. D'ailleurs, les cases, il n'y a rien de pire pour passer une vie monotone et il faut apprendre à s'exprimer et à faire fi un peu des cases et des dogmes qu'on nous impose. Donc oui, c'est ça, c'est très important. Ouais. Et je crois que c'est un peu le rôle des hypersensibles, effectivement, dans le Ok, fond. eh ben, on se rejoint là-dessus. J'avais une question, alors j'en ai deux, je sais pas vers laquelle tu auras envie d'aller. Remarque, je vais te les poser dans l'ordre, on verra bien. Elles sont pas Ouais, du tout ouais. pareilles. Il y en a une qui est pour toi, personnellement, c'est je sens une très grande douceur chez toi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la colère quelque part? Et si oui, qu'est-ce qu'elle dit, cette colère? Moi, je vais rester sur celle-ci, je l'aime bien. Ouais, ouais. Intéressant. Ah oui, je suis quelqu'un de doux, je crois. Je crois que ça s'exprime plutôt bien dans mes Hmm, dessins, dans mon phrasé, dans mes textes, ce rapport avec la nature, avec le. euh, mais je crois que c'est important d'être, oui, d'avoir cette douceur, mais c'est important aussi de prendre conscience de la dureté de la vie et de pas non plus se croire au pays des bisounours où tout est gentil, tout est beau. Non, la vie est compliquée, elle est dure, mais elle est belle quand même. Et il faut savoir profiter, il faut savoir la vivre intensément. Mais dans le fond, effectivement, je suis quelqu'un de plutôt. Et alors, par rapport à cette colère, je crois que c'était beaucoup. Il y a une période, c'était beaucoup de la colère envers moi-même que j'avais. Notamment pendant la période scolaire, je m'en voulais de pas. Moi, j'étais déjà très complexé parce que j'étais grand, j'étais maigre, sans vraiment de style, sans, tu vois. J'étais très caméléon, hein, je m'adaptais et j'avais un peu une colère à pas réussir à m'intégrer au groupe. Pourtant, j'essayais, tu vois, j'essayais de tout mon être de pouvoir. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'y arrives pas, quoi? C'était beau. Toute la colère que je peux avoir, c'est beaucoup après moi, en fait. hmm, Mais après les autres, j'en ai pas, en fait. ok. Même quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, où je ressens pas forcément de colère. Je suis plutôt en paix avec ça, quoi. Et je crois que c'est important aussi de lâcher ça. La colère, c'est important. On peut être en colère, on a le droit de vivre cette émotion. Mais après, faut aussi se mettre à la place de l'autre et il y a tout un travail d'empathie et il faut réussir à construire quelque chose sur cette colère. La colère, elle n'est pas là pour rien. Chaque émotion est un indicateur, en fait. Si tu es traversé Hmm, par la colère, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas su fixer une limite là où tu aurais dû. Et ça, c'est important. Une fois que tu l'as compris, la tristesse aussi, tu vois, les gens, ils cachent leur tristesse, mais c'est important de l'exprimer. Si tu te sens foncièrement triste, enfin, dans le fond, si tu te sens vraiment triste, on exprime notre tristesse pour avoir de la compassion et de l'écoute et du soutien. Si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, ça marche plus, tu vois. C'est un peu les gens qui ont le syndrome Calimero à toujours se plaindre et tout le temps. Et ça marche pas. Mais chaque émotion est bonne. Il n'y a pas d'émotion mauvaise ou bonne. Même la colère, même la rancœur, mais il faut la comprendre. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, le message qui est signalé derrière. ouais. Et dans le thème où il faut reprendre la responsabilité de ses choix, de sa vie, voilà, la colère qui me traverse, ça veut dire que j'ai pas fixé des limites là où j'aurais dû. Et donc une Ok, fois que tu as pour compris toi, ça ça, veut tu dire dis: ça. «Ça Hmm, ça me concerne moi, en fait». Et le prochain ok, coup, bon, bah, je grandis de ça, le prochain coup, je ferai attention et en fait, là, non, je ressens pas forcément de colère envers quelqu'un, quoi. Même j'entends. après moi, je me sens plutôt bien, je m'aime bien, on va dire, donc ça va. Bah, t'as bien raison, il n'y a que toi qui puisses le faire aussi souvent. Non, mais c'est important. C'est important Bah de oui, de oui, dire oui.
pendant une période où j'étais en colère contre moi-même et passer cette acceptabilité de l'hypersensibilité, bon, bah, tu te sens serein avec toi-même et finalement, tu as plus de raison d'être en colère avec toi-même parce que tu es comme ça et point. Et tu t'acceptes et tu grandis de ça, quoi. Donc, mais oui, c'est important de le rappeler, ça. Ouais. La question que je voulais te poser juste avant, en fait, elle avait attrait. Je me mettais dans la peau d'un hypersensible qui s'ignore et qui entend. J'imagine que c'est le vécu de pas mal de gens qui entend un- une minimisation, un appel à la rationalisation de sa Oui. sensibilité, de son émotion. Et en fait, ça doit avoir l'effet inverse à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on te demande de rationaliser ou de minimiser quelque chose qui est en train de s'exprimer, ça te pousse à continuer de ne pas l'exprimer et ça doit monter d'un cran à l'intérieur de toi. Ça doit être horrible, en fait. Mais il n'y a rien de pire, en fait. Il n'y a rien de pire que d'avoir des gens qui te disent, mais arrête de faire ton cinéma, mais c'est toujours à cause de toi qu'on peut pas faire ça, ou tu coupes les cheveux en quatre, ou t'es le rabat-joie de service, tu vois, il y a beaucoup de... t'es trop perfectionniste, ça c'est des choses que j'ai entendues dans les commentaires, tu vois, ou que je mets aussi. C'est le genre de phrases qu'on entend beaucoup. T'es compliqué, Il y avait quoi aussi? Il y avait t'es trop stressé, tu vois? C'est des choses, je sais, ça c'est un truc que j'ai accepté, je peux pas être quelqu'un de cool. Enfin aussi je suis cool, mais dans certaines circonstances bien précises. Mais dans le fond, je suis pas quelqu'un de cool et ça aussi je m'en voulais de pas pouvoir l'être alors que j'avais tous mes copains à l'école qui étaient plutôt cool et moi je pouvais pas faire comme ça, tu vois? J'ai le cerveau qui va à 100 à l'heure et plein de choses qui m'atteignent, qui me touchent. En plus, si tu t'ignores à cet endroit-là, tu as besoin d'une ouverture en face pour que ça puisse être vu. Et à ce moment-là, si on te refuse en te disant, bah non, essaye plutôt de moins faire de bruit ou arrête Alors ton cinéma, comme tu disais. je crois qu'il y a 2 manières de réagir. Il y a soit tu t'écrases et tu te suradaptes encore, tu enfouis et tu te suradaptes jusqu'à un certain point. Après, il arrive un point où tu peux plus te suradapter. Ou d'une manière ou d'une autre, soit tu vas péter un plomb, soit ton corps va te le dire, il va se passer quelque chose au bout d'un moment. C'est plus possible de t'adapter en permanence. Ou soit tu veux prouver au monde ce que tu es en fait. Et j'en ai qui ont acheté mon livre, mon premier livre hypersensible, une prise de conscience, pour montrer soit à la maîtresse ou soit à sa famille, bah voilà, regardez comment je suis. Mais il faut comprendre que les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas comprendre l'hypersensibilité. C'est pas dans leur capacité, mais on a envie de prouver aux autres, de montrer, regardez, c'est comme ça que je suis en fait. Mais je crois que quand on a lâché prise un peu là-dessus, il faut comprendre que c'est des personnes. On est avec, peut-être qu'on est forcé d'être avec, mais peut-être qu'on peut aussi se rapprocher d'autres personnes qui nous alimentent en énergie et qui sont plus constructives, avec lesquelles on peut mieux échanger. Faut vraiment pas hésiter, faut vraiment pas se sentir bloqué dans un cercle d'amis et ne pas pouvoir en changer. Il faut pas hésiter à côtoyer d'autres personnes et se rapprocher de personnes qui nous ressemblent. Je crois que c'est vraiment bénéfique pour la construction, sa construction personnelle et son épanouissement, de se rapprocher de personnes qui nous ressemblent. Ok. C'est c'est un des points primordiaux, mais se le faire rappeler continuellement, ouais, c'est vraiment pénible en fait. Parce Hmm. qu'on on a vraiment conscience du coup de pas être en phase et de pas être, oui, d'avoir un problème du coup. Et ça pousse tout un tas de soucis, hein. Eh ben écoute, j'en arrive à la fin de mes questions. J'en ai une dernière pour toi qui serait simplement, est-ce que tu aurais des livres, des films, des ressources à indiquer à nos spectateurs pour trouver des clés de réhumanisation de leur extraterrestre? Ah ah! Oui. Je trouve ça bien le fait de réhumaniser son extraterrestre. Je trouve la notion intéressante parce qu'effectivement, c'est en fait, il y a un moment donné où tu te coupes un peu, tu te retrouves dans la solitude et tu te soignes et hop, tu peux retourner vers les autres. Et moi, je c'est un truc, c'est effectivement, tu sens ces 3 phases, donc c'est intéressant comme, comme échange. Mais je te remercie. Alors moi, il y avait un documentaire qui m'avait paru, très intéressant, qui est sur YouTube, que j'ai vu, qui s'appelle Renaître. Qui s'appelle Renaître. Je crois que tu tapes juste Renaître, c'est un long documentaire ça doit être 1 heure, je crois, ou 1 heure et demie.
Et je sais que ça m'a apporté beaucoup, là où je me suis senti vraiment, dans une phase très down, très, pas bien, et ça m'a aidé à me relever et à me redire: «Mais oui, je en fait, j'ai encore la possibilité de faire des choses». Alors au niveau des livres, qu'est-ce que je pourrais recommander? Alors moi, j'ai lu Hypersensible et heureux de Amy plus loin l'eau, je crois que c'est ça. Ok. C'est Hypersensible et heureux, c'est une couverture avec une plume bleue, et j'ai trouvé ça intéressant. Le livre m'a beaucoup plu. J'ai lu aussi, L'enfant hypersensible, enfin l'hypersensibilité chez l'enfant, ou d'Hélène Aron, qui Mhm. apporte des bonnes pistes et qui permet aussi de comprendre un peu son vécu. Il y a des flashbacks qui reviennent du passé. Effectivement, on se dit: «Oui, j'étais dans cette situation-là». Au niveau des films, j'avoue, j'en connais beaucoup des films. Il y en a sûrement qui me parlent mais là, je t'avoue, je sèche un peu. Bah, du coup, j'ai une question subsidiaire. Est-ce qu'il y a un personnage, parce que toi qui t'intéresses à la BD beaucoup, est-ce qu'il y a un personnage en fait relativement connu qui pour toi illustre une hypersensibilité assumée et joyeuse? Une question comme ça qui me vient. Ah là là, intéressant. Un personnage qui assume une hypersensibilité? Je crois que Lucky Luke, le fait d'être, cow-boy solitaire, d'être pas violent, pas, tu Ouais, il est vois, habité par la justice, ouais. proche de la nature. Il y a aussi cette soif de justice qui touche les Mm. hypersensibles, effectivement, hein. Et son amitié avec son cheval. Voilà. Mais bon, et je crois il y en aurait tellement d'autres. Mais Moi, j'ai pourquoi pas? Je prendrais Calvin, pas. j'ai Calvin qui me vient à l'esprit, Calvin et Hobbes. Euh, Ah je oui! trouve, je trouve qu'il y a un peu de ça. Alors c'est une Il y BD que a, j'ai pas trop lue, ça, Calvin et Hobbes. ben, vraiment, ouais, j'avais trouvé, en fait, peut-être plus les prémices d'ailleurs du haut potentiel que de l'hypersensibilité à proprement parler, mais il y a quand même de ça à l'intérieur. Ouais. Oui, dans Il dans y le a même quand ordre même d'idée, il y a aussi le chien sur sa niche là, comment il s'appelle? Snoopy. Snoopy, voilà. Ouais, Il y a aussi deux oui, oui. trois deux trois thèmes de réflexion assez intéressants aussi. Ouais, carrément. Mais, si, enfin, le travail qu'a fait Franquin avec Gaston Lagaffe, d'ailleurs Franquin, je crois qu'il était c'est marrant, parce que je suis en train de rebondir, c'est lui qui a fait le livre Les Idées Noires, où tu as tout un album Ouais, à l'encre de Chine, vraiment à la plume très, et où il a retracé un peu ses idées noires à lui, quoi, tu vois? Et je crois que c'est un peu sa partie sombre qu'il a couchée sur un livre, et voilà, c'est pleinement assumé. Donc je trouve ça intéressant. Je trouvais ça intéressant, le truc de faire Gaston Lagaffe, très lumineux, très machin, et donc les idées noires de l'autre côté. Mais il avait une plume très, très, ouais, très, très aiguisée, Franquin. Et j'aime beaucoup son carrément. trait, entre autres. J'aime beaucoup son trait, son travail minutieux. Et c'était quelqu'un qui était profondément triste, dans le fond, hein. Et tu vois, il a fait Gaston Lagaffe, et il a fait. Mais c'est vrai que j'aime bien aller au-delà des personnages. J'aime bien voir les personnages et qui est-ce qui les a faits, et connaître un peu son histoire. Et le travail d'André Franquin, entre autres, c'est assez fascinant. Et sa technique aussi, la manière de faire des noirs tout en hachure, avec des hachures dans un sens, d'autres dans l'autre, et de plus en plus pour faire des dégradés, au lieu d'utiliser le pinceau comme les autres. Je trouve ça intéressant. Mais Carrément. oui, j'aime bien le personnage de Gaston Lagaffe. Aussi Ouais. fou, et aussi parce que bon, les hypersensibles sont un peu gaffeux aussi, hein, des fois, hein. Et c'est Mm, mm. souvent qu'ils mettent les pieds dans le plat, ou qu'ils font des. Carrément. Mais bon, je crois que c'est quelque chose à accepter aussi. Et ouais, je crois que voilà, c'est un peu. Ok. Ben, j'ai une dernière question avant de te remercier. C'est une question qui est bête, mais qui des fois peut donner des petites illuminations de fin de parcours. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Qu'est-ce que tu peux recommander? Quel conseil tu pourras apporter comme une dernière phrase pour les personnes hypersensibles, ou quelque chose comme ça? Ah bah alors allons-y, allons-y. Alors je te la fais, je te la fais. Attention, on fait la mise en Attends, j'ai scène et rien tout. préparé, j'en sais rien en fait. Ah, tu veux que je te laisse un petit moment de réflexion? Mais je vais trouver, je peux trouver. Ok, bah je vais te la poser, je vais mettre les formes, tu vas voir, ça va être bien. Vas-y. Vas-y, Donc pose. Pierrick Martinez, illustrateur de ton état. En cette fin d'interview, je te propose, si tu le veux bien, de laisser un dernier conseil, une phrase à destination des hypersensibles, ceux qui se connaissent en tant qu'hypersensibles et ceux qui ignorent leur hypersensibilité. C'est à toi. Merci Mathieu.
Bah, écoute, je crois que comme dernière phase, je crois que je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit, mais le plus important, c'est de prendre conscience de ses besoins et de s'écouter en priorité. Je crois qu'il faut il faut se traiter comme une personne en première classe. Il faut savoir s'accorder du temps et vraiment prendre conscience de ses besoins. Si on a besoin de solitude, si on a besoin d'aller à l'extérieur, si on a besoin de se ressourcer, c'est nécessaire, il faut le faire pour les personnes hypersensibles. Donc vraiment, ouais, rester à l'écoute de son corps, de ses besoins, ne pas trop se surexposer et faire attention à sa santé, avant tout. Et continuellement et avancer petit pas par petit pas. Eh ben, je te remercie vraiment beaucoup, Pierrick, pour ta confiance. Au début de cet entretien, je tiens à préciser que tu m'avais dit qu'il durait 1 heure, que ce serait déjà bien. On Et en que est là, là. on est rendu à 3 heures, je crois. 3 heures, Euh, non! Ouais, t'as vu? Tu te demandais pourquoi les autres vidéos duraient longtemps, bah c'est pour ça. Ouais, non, mais je comprends. Je Donc, comprends. je te remercie vraiment beaucoup de ta générosité, de ton temps, de ta confiance et bah, pour cet échange riche, humain, sincère. Et les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Et j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et malheureusement aujourd'hui son esprit de synthèse restera en suspens, mais je suis sûr qu'il a suivi cet échange avec attention. Et enfin, je te remercie toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire, à t'abonner à la chaîne et surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut! Et voilà, c'est la fin de cette partie. Tu peux aller visiter le reste de la chaîne, découvrir les autres invités et on se retrouve bientôt pour la suite.